Pour la chaîne de télévision sur le net Live Doctors, le docteur Gilles Besnénou a accepté d'évoquer avec nous la situation générale en France liée à la crise du coronavirus. Bonjour docteur Gilles Besnénou. Bonjour. Vous êtes médecin ORL à Paris, spécialiste des troubles du sommeil. Vous êtes très actif, notamment sur les réseaux sociaux, pour informer les patients souvent désemparés face à la pandémie du Covid-19. En mars dernier, justement, vous avez créé le groupe Questions sur le Covid-19 avec l'équipe du docteur Gilles Besnénou sur Facebook pour apporter aux internautes le regard d'un médecin de terrain en première ligne face à la crise. Les premiers symptômes du virus, justement, sont essentiellement ORL, perte du goût et de l'odorat, maux de gorge, toux et fièvre. Et la première question que l'on souhaitait vous poser est déjà, est-ce que votre spécialité vous a permis très tôt d'identifier ce nouveau virus et de prendre acte de quelque chose d'important qui allait se poser sur le plan sanitaire ? Tout à fait. C'est-à-dire que, étant donné qu'en otorino, on voit souvent des syndromes grippaux, et moi, en tout cas, je me suis aperçu très très rapidement, vers le début mars, j'ai eu une famille avec le père, la mère et la fille qui avaient perdu l'odorat et le goût. Et ça m'avait vraiment surpris parce que je comprenais pas comment... j'avais jamais vu ça. Moi, ça fait 40 ans que je suis installé. J'avais jamais vu une famille entière qui perdait le goût, l'odorat. Et puis, progressivement, je me suis posé la question, j'ai interrogé quelques patients, quelques amis médecins. J'entendais parler du Covid, puisque l'Italie commençait à être touchée par le Covid. Et j'ai interrogé quelques ORL qui disaient que non, ils n'avaient pas remarqué qu'il y avait ce genre de trouble. Et au fur et à mesure des jours, je me suis attaché à remarquer ça et je voyais que de plus en plus dans ma consultation, j'observais des pertes de goût et d'odorat qui accompagnaient un syndrome grippal. Et j'ai compris que ce nombre de patients qui arrivaient était anormal. Je me suis dit, c'est pas possible que ce nombre de patients qui perdent le goût et l'odorat corresponde à un syndrome grippal normal ou à une pathologie nasale normale. Et j'ai senti arriver quand même quelque chose d'anormal. Et effectivement, au fur et à mesure des jours qui arrivaient, on avait de plus en plus de ce genre de patients. Et encore hier, en consultation, j'ai un patient qui m'a rappelé qu'il était venu vers le 9 mars, donc une semaine avant le confinement, et que je lui avais dit « Vous êtes la 4e personne qui vient aujourd'hui avec une perte de goût et d'odorat, c'est qui m'inquiète beaucoup ». Et vous savez, nous, on est en consultation, on discute avec les patients et on oublie un peu ce que l'on dit, parce que les patients, eux, c'est un moment important quand tu rencontres le médecin, mais nous, on voit beaucoup de patients, on oublie un peu ce qu'on a dit. Et j'ai d'autres patients qui m'ont dit que déjà, fin février, je leur ai dit, faites attention, quelque chose de grave va arriver. Et donc, je pense que j'ai senti de manière prémonitoire ce qui allait arriver, parce que je voyais, moi j'ai une grosse consultation d'ORL, même si je suis spécialisé dans les troubles du sommeil, j'ai quand même une grosse consultation de pathologie ORL, et j'ai senti ça, voilà. Donc, nous, d'ailleurs, quand on a créé ce groupe, on a été un des premiers à alerter sur ce signe, bien avant que les télévisions en parlent et que la Société française d'ORL exprime que c'était un des signes essentiels du Covid. C'est comme ça que j'ai été amené au Covid, c'est par la perte du goût et de l'odorat, puisque j'en parlais avec des amis, et j'ai un ami qui est Rudy Saada, qui est le créateur, qui est l'initiateur de ce groupe. D'ailleurs, c'est lui qui a eu l'idée, parce que moi, je suis pas très j'aime bien Facebook, mais je n'avais pas eu l'idée de créer ni un groupe, ni une page. Et c'est lui qui m'a dit, mais non, un soir, c'était un samedi soir, vers 10h30 du soir, il me disait, il était très inquiet par ça. Il me dit, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? On commençait à parler du confinement, on était le 12 mars. Et il m'a dit, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Je répondais aux questions, et comme il voyait que j'avais quand même une réponse avec une certaine logique, probablement, il m'a dit, mais tu sais, tu as l'air d'avoir une certaine connaissance, enfin, tu as l'air d'avoir un certain pressentiment. Est-ce qu'il ne faudrait pas ouvrir une page Facebook de manière à répondre aux questions? Parce que les gens anxieux comme moi, il doit en avoir plein. Et ça pourrait peut-être les aider. Et c'est comme ça qu'on a ouvert cette page le samedi 13 mars à minuit, peut-être, et qui a connu un succès qu'on sait maintenant. Alors très tôt, vous nous expliquez que vous avez identifié les premiers symptômes. Nous sommes début novembre et concernant la situation actuelle en France, nous sommes entrés dans la 2e vague marquée par un nouveau confinement depuis le 29 octobre dernier. Est-ce que le confinement était le seul moyen de limiter la propagation du virus ou en d'autres mots, à quoi ça sert le confinement ? Alors, le confinement sert à ralentir l'évolution de l'épidémie. C'est-à-dire que l'épidémie, on sait qu'elle va s'arrêter. Elle va s'arrêter soit parce que
on va trouver un médicament qui pourra combattre le virus, on n'en est pas très proche, soit parce que le vaccin va arriver sur le marché, soit alors parce que le virus peut disparaître par lui-même, comme c'est arrivé pour la grippe espagnole. Donc on sait que l'épidémie va finir de toute façon. Et en projection, on peut dire que c'est l'été prochain. D'ailleurs, c'est même Macron qui l'a dit, on a une visibilité pour l'été prochain. Donc le tout, c'est d'éviter que le nombre de morts ne soit intolérable pour la France. Parce qu'il faut savoir que c'est un virus qui est très très virulent. C'est un virus qui, pour une personne, contamine 2,5 personnes. C'est-à-dire que si on ne fait rien, une personne, au bout d'1 mois, a contaminé 400 personnes. Si on fait la projection sur la France, si on n'avait pas fait de confinement, on aurait eu 400 000 morts en France. C'est intolérable pour la France. Et pour d'autres pays, pour n'importe quel pays. Donc la seule manière de diminuer ce taux de reproductivité du virus, c'est-à-dire la capacité qu'il a de contaminer d'autres personnes, c'est de confiner. Pourquoi confiner? Parce que moins vous avez de contact social avec deux personnes, et moins vous risquez de contaminer deux gens. Si vous rencontrez 3 personnes dans la journée, vous ne pouvez pas en contaminer 3, plus que 3 en tout cas. Donc c'est pour ça que c'est très important le confinement, et c'est ce qui a amorti la première vague, et qui amortira sûrement la deuxième vague. Contrairement au premier confinement, ce deuxième confinement semble allégé. Les gens continuent presque massivement de travailler. Les crèches et les écoles sont ouvertes, elles restent ouvertes. Est-ce que c'est judicieux dans la situation actuelle? Alors, est-ce qu'il faudrait renforcer le confinement? C'est ça ce que vous voulez dire? Oui. Si vous voulez, le problème n'est pas seulement... Il y a un problème pour les politiques, il y a un problème de santé publique, mais il y a un problème économique. Vous ne pouvez pas faire de la crise sanitaire une crise économique, sociale. Donc il faut un balancier. Donc je pense que ils ont volontairement laissé lâcher un peu les vannes pour que certains pans de l'économie puissent marcher. Parce que sinon, là déjà, vous avez au niveau économique tous les restaurateurs, tout le tourisme, tous les transports, tout ça qui sont... Arrêter tout, je pense que ça aurait été... Enfin, il faut un arbitrage, en tout cas, et je pense que le gouvernement a choisi cet arbitrage. Arrêter encore 1 mois et demi toute forme de commerce, ça m'aurait pas... Enfin, je pense que c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas fait. Est-ce qu'au niveau sanitaire, ça aura des répercussions que les écoles restent ouvertes? Alors, les écoles, c'est une très grande source de contamination. Très grande. C'est-à-dire que quand on prend l'effet de la fermeture des écoles sur l'épidémie, c'est celui qui a le plus d'effet sur l'épidémie pratiquement. Malheureusement, je pense que le gouvernement n'a pas pu garder les écoles fermées, et il a dû les ouvrir, je pense, pour des raisons, pour que les parents puissent aller travailler, pour que les parents puissent continuer à avoir une vie économique, parce que si vous êtes en télétravail avec 3 enfants à la maison, c'est pas gérable. Est-ce que le virus est le même entre le premier confinement et le deuxième? Alors, le virus, il mute. Pourquoi il mute? Le virus, il mute parce que quand il va vouloir rentrer dans un individu, soit il passe comme dans du beurre, soit il ne passe pas parce que le patient l'a eu, et donc il a une résistance, et à ce moment-là, il va changer. Il va muter pour essayer de pénétrer le patient. Et plus il mute, plus il sera différent. Actuellement, il n'y a pas une grande mutation. Je crois que c'est très, très, très minime. En tout cas, il a changé, c'est sûr, mais pas de manière significative. Plus le virus va muter, et plus il va s'affaiblir, en fait. Si le virus disparaît quand sa mutation est totale et qu'il s'affaiblit. Mais là, il n'y a pas suffisamment de gens résistants pour que le virus mute et disparaisse. Là, pour l'instant, il est en train de changer, mais de manière non significative pour l'épidémie. Il y a une impression, peut-être qu'en tant que médecin, vous pouvez la confirmer ou l'infirmer, c'est que cette deuxième vague touche davantage de jeunes, pas seulement des personnes de plus de 65 ans et des personnes malades, enfin faibles. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que les jeunes sont davantage touchés? Non, je ne crois pas.
Je crois que c'est les mêmes. C'est la même vague, c'est le même virus, quelque chose près, c'est le même virus, c'est la même vague. Les gens en réanimation, c'est les mêmes. La proportion de morts, c'est toujours les plus âgés de plus de 70 ans. Je ne crois pas qu'il y ait une différence notable. En tout cas, sur les statistiques, il n'y a pas de différence. Après, vous avez un sentiment. Vous savez, on a le sentiment que... Mais on sait qu'en Israël, ils ont beaucoup dit ça. En France, en tout cas, on n'a pas ce sentiment. Alors, excepté le confinement, est-ce qu'il y a un moyen de prendre un temps d'avance sur le virus? Est-ce que les gestes barrières sont primordiaux? Est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Alors, c'est la règle des 3 M. C'est le masque, les mains, se laver les mains avec le gel, et la distanciation, là, 1 mètre, comme on est là. Parce que alors, le masque, bien sûr, parce que vous savez que la transmission du virus se fait par les postillons et par l'aérosolisation. Donc vous avez des aérosols qui restent dans l'air, c'est pour ça qu'on ventile les chambres. C'est très important de ventiler les chambres pour éliminer tous ces aérosols qui restent en suspension dans l'air dans les maisons. Donc aérer vos maisons. Les mains, pourquoi? Parce que des études scientifiques ont été faites sur la durée de vie du virus sur la peau de l'homme. Et contrairement au virus de la grippe qui disparaît en 2 heures, le virus de la Covid dure 9 heures sur la peau. Donc il faut vous laver les mains de manière très, très, très importante. Et la 3e chose, donc c'est la 3e M, c'est le mètre, c'est la distanciation sociale. Pourquoi? Parce que les postillons ne vont pas aller jusqu'à plus de 1 mètre, 1 mètre et demi l'un à l'autre. Voilà. C'est une question qui peut paraître évidente aussi, mais il est bon de la rappeler. Quel est le bon usage du masque? Combien de temps on le garde? Est-ce que tous les masques se valent? Non, tous les masques ne se valent pas du tout. Alors moi, je suis tout à fait contre le masque en tissu, parce que le masque en tissu, on s'est aperçu que les gens le mettent dans la poche, le remettent dans le nez, le réutilisent le lendemain, le lavent 42 fois, et à mon avis, ils perdent de leur efficacité. Donc le masque en tissu, moi je suis tout à fait contre. Après, dans les masques chirurgicaux, vous savez, il y a de tout, parce que tout le monde fabrique des masques chirurgicaux. Et donc vous avez des masques chirurgicaux où vous avez des filtrations à 90%, vous avez des masques chirurgicaux où vous avez des masques à 92%. Les masques, et ça, vous avez, quand vous achetez les masques dans une boîte, vous avez derrière la boîte le taux de filtration. Donc vous pouvez, quand vous achetez une boîte de masques en pharmacie, regarder à quoi ça équivaut au point de vue filtration. Et puis les meilleurs, c'est les masques FFP2, qui sont les masques vraiment les plus efficaces. Et ça, vraiment, vous avez une filtration à 97-98%. Et si vous portez ce genre de masque, en tout cas dans les endroits très délicats, comme les aéroports et tout ça, vous serez vraiment protégé. Combien de temps maximum il faut le garder? Alors ça dépend des masques. Alors si vous avez des masques chirurgicaux, on dit 5 heures, mais en pratique, les gens les gardent pratiquement toute la journée, donc il ne faut pas se faire d'illusions. Moi, je le garde le temps d'une consultation, 6 heures, ce masque FFP2. Vous savez, il n'y a pas de règle vraiment, on dit 4 heures, parce qu'au bout de 4 heures, il y a une certaine émission qui se fait au niveau de la partie interne, mais voilà, c'est un peu compliqué à chaque fois, au bout de 4 heures, d'aller courir chercher un masque. Il faudrait en avoir dans la poche, mais la poche, c'est pas propre. Enfin, ou alors, moi, mon cabinet, bon, bien sûr, j'en ai donc en stock, mais bon, si on peut le renouveler au bout de 4-5 heures, c'est bien, mais bon, en tout cas, il ne faut pas le porter le lendemain. Est-ce que vous pensez que, compte tenu de la situation, le confinement pourrait être prolongé au-delà du 1er décembre? Et puis finalement, est-ce qu'on va alterner des phases de limite de confinement et de reconfinement? Est-ce qu'on aura une 3e vague? Ça s'appelle du stop and go. C'est-à-dire, on confine, on lâche, on confine, on lâche. Il y a beaucoup d'épidémiologistes qui ont suggéré ça depuis le mois de mars déjà. Ils avaient suggéré que tous les 2 mois, on fait 15 jours de confinement. Donc ce n'est pas une idée saugrenue. Et de toute façon, la 3e vague, il y aura. Il y aura sûrement une 3e vague en mars. C'est écrit, c'est sûr et certain. Donc oui, je pense qu'il y aura un autre confinement. Est-ce que ce confinement va durer plus longtemps? Ça dépend de la diminution du taux de reproductivité du virus. Comme je vous ai dit, le taux de reproductivité du virus, quand on a commencé le couvre-feu, il était à 1,45. Il est déjà, rien qu'avec le couvre-feu, à 1,33. Si vous arrivez à 1,1, ils vont nous relâcher. Parce que c'est un peu 1, c'est-à-dire 1 ne contamine 1, et donc on est pratiquement 1 ne contamine plus personne. Donc on arrive à des zones tolérables.
Mais voilà, sinon ils vont être obligés, ils vont nous relâcher, et puis quand ça va remonter à 4, ils vont nous refermer, et quand ils vont relâcher, il y aura une troisième vague. Tout à l'heure, ce que j'ai oublié de dire quand je parlais de la fin du virus, c'est l'immunité collective. L'immunité collective, vous savez que l'épidémie peut s'arrêter par une immunité qui est collective, c'est-à-dire 60% des gens qui ont la maladie. Ça, c'est illusoire. Jamais 60% des Français, là on est à peine à 10% en France. Si on attend la fin de l'immunité collective, si on revient au cas où on n'aurait pas fait de confinement et tout, c'est 400 000 morts. Alors, concernant les personnes qui ont contracté le virus, est-ce qu'il y a des traitements efficaces qui ont été prouvés? Non. De traitements efficaces, non. Mais il y a une conjoncture de prise en charge des patients qui fait qu'on améliore le pronostic. Oui. Est-ce que vous pouvez citer, il y a eu plusieurs pistes de traitement? Alors, la maladie évolue par phase. Ce qu'il y a de bien avec ce virus, c'est que c'est un métronome. Il évolue toujours au jour près, pratiquement à l'heure près, on sait ce qui va arriver. Donc quand vous avez des patients, au début le virus agit par réplication virale. C'est-à-dire, il rentre dans le corps, il va se multiplier, envahir le corps. Au bout de 6 jours, 5-6 jours, le virus ne se réplique plus, mais votre organisme va créer une inflammation pour réagir contre le virus. Et c'est cette phase inflammatoire qui est dangereuse. Et cette phase inflammatoire va durer du 6e jour au 11e jour, 12e jour. Et le 11e jour, c'est le jour du choc cytokinique. C'est-à-dire que c'est le jour où le choc inflammatoire est le plus fort, c'est le jour où les gens vont en réanimation. Parallèlement à ça, à partir du 9e ou 10e jour, il y a un phénomène thromboembolique qui apparaît. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de thrombose qui apparaît dans le corps du patient, du malade, et notamment au niveau des poumons, avec des embolies pulmonaires. Donc, en fonction de la phase où le patient est pris en charge, si vous êtes en phase de tout début, vous venez d'avoir déclaré les premiers symptômes, vous avez perdu l'odorat, alors ça dépend bien sûr à qui on s'adresse. Si on a un gamin de 25 ans, on ne va pas l'agresser avec des antibiotiques et tout ça. On ne lui donne pas de traitement. Mais si on a un sujet à risque, ou un sujet qui est âgé, ou fragile, diabétique, obèse, au début de la maladie, on essaye de booster son immunité pour essayer de diminuer la réplication virale. On lui donne du zinc, on lui donne de la vitamine C, on lui donne de la vitamine D et on lui donne un antibiotique. Lesquels antibiotiques on donne? On ne donne pas n'importe quel antibiotique, puisque c'est un virus. Le virus ne réagit pas aux antibiotiques, donc c'est aberrant de donner un antibiotique pour une atteinte virale. Mais on s'est aperçu que la famille de la zithromycine, de la claritine, enfin des macrolides, certains macrolides, ont un effet antiviral. Et donc, ils ont un petit effet, alors je ne dis pas que c'est extraordinaire, mais ils ont un petit effet pour diminuer la charge virale. Parce qu'on sait que plus la charge virale est importante chez quelqu'un, et plus il va faire une forme grave, même s'il est jeune. Donc, ça, c'est pendant la première phase. Au bout du 5e, 6e jour, si le patient continue à s'aggraver et que ça ne va pas mieux, on introduit la cortisone, parce que c'est le moment où c'est le phénomène inflammatoire qui va jouer. On introduit la cortisone et si la forme qui développe est une forme pulmonaire et qui commence à avoir des problèmes de taux d'oxygénation, de saturation d'oxygène, parce que vous savez que nous, dans le groupe, tout le monde a un oxygène, c'est-à-dire on a 30 000 personnes dans le groupe, 30 000 oxygènes, tout le monde a l'oxymètre pour mesurer son taux d'oxygène. Donc, si on voit que le taux d'oxygène est faible, c'est-à-dire à partir de 92-93, c'est-à-dire il n'est pas critique, on n'est pas à 89, 87, même s'il est faible, on envoie de l'oxygène à la maison. Parce qu'il faut préserver le stock d'oxygène des poumons du patient. C'est très important que le patient soit toujours au niveau pulmonaire stocké en oxygène. Et si malgré ça, malgré l'oxygène qu'on peut à la maison, parce que les capacités d'oxygénation du patient à la maison ne sont pas énormes, on peut donner 2-3 litres minute, enfin des débits d'oxygène ne sont pas énormes. Là, il faut appeler le SAMU et aller à l'hôpital. À l'hôpital, à cette phase-là, ils réintroduisent la cortisone à plus forte dose, augmentent les doses d'oxygène, c'est-à-dire qu'on passe de la maison à 2-3 litres par minute à des doses, mais ils ont tout un appareillage pour ça qu'on ne peut pas avoir à la maison. Ils peuvent monter jusqu'à 60 litres
minutes, c'est-à-dire des doses d'oxygène très importantes, parce qu'on évite d'intuber les patients maintenant. La philosophie de la réanimation aujourd'hui, c'est surtout de ne pas arriver en réanimation, même pour les réanimateurs. Parce que c'est une cata pour eux, c'est très dur pour eux, ce genre de patients. Et donc après, si malgré ces 60 litres, enfin, cette poussée vraiment d'oxygène avec un matériel très spécial pour qu'il puisse absorber ça, on n'arrive pas, il faut l'intuber. Et quand il est dans l'intubation, après, c'est la réanimation. Et là, on introduit les anticoagulants. Si dans le scanner, on trouve des troubles emboliques, d'ailleurs, plus rapidement, ils introduisent, même s'il a besoin de fortes doses d'oxygène, on introduit les anticoagulants. Ils traitent en fonction de la pathologie des patients, parce que c'est avec la réanimation, on peut faire dégrader un diabète, une insuffisance rénale. Enfin bon, après, il faut gérer plus le virus, mais tout ce qui accompagne le temps que les poumons guérissent. Parce qu'en fait, les poumons vont guérir. Le problème, c'est qu'on sait que les poumons, au bout de 15 jours, 3 semaines, ils vont guérir. Mais les gens, ils vont mourir d'une pathologie autre due à la réanimation. Donc on essaye d'éviter au maximum la réanimation. Le protocole que vous venez de nous évoquer, est-ce qu'il est suivi massivement par tous les services en France ou c'est le cadre idyllique ? Le protocole que j'ai décrit est un protocole international. Ce n'est pas un protocole spécifiquement français. Vous savez que la cortisone, c'est les Anglais, l'oxygène, c'est un protocole international qui est quand même... Le seul hiatus, c'est en ville. C'est au début en ville. Aux États-Unis, par exemple, en ville, au début, pour les personnes à risque, ils donnent un antiviral carrément, la remdesivir. Vous savez ce qu'a pris le président Trump. Ils prennent un antiviral comme ça. On ne sait pas si c'est efficace, mais en tout cas, aux États-Unis, même dans la première phase, pour les cas fragiles, ils donnent ce genre de produits, des antiviraux, qui ont donné plus ou moins de résultats. C'est un protocole qui est quand même international et qui est quand même assez suivi. La seule chose, c'est au début en France, ils ne veulent pas qu'on donne d'antibiotiques, cette fameuse azithromycine. Certains médecins sont restés au Doliprane, mais je crois quand même que certains médecins, dont moi, ont beaucoup poussé ce genre de traitement et je pense qu'il est quand même pas mal donné. Vous savez, le mérite en revient à Raoult, au docteur Raoult, puisque c'est lui qui l'a sorti. Il a sorti plaquenil et azithromycine. Et c'est le professeur Raoult qui a sorti l'azithromycine. Nous, on n'a fait que reprendre ce qu'a dit Raoult, sans la plaquenil, puisque vous savez qu'en France, ils nous ont interdit de prescrire la plaquenil et ils ont interdit aux pharmaciens de le délivrer. Voilà. Vous parlez du professeur Raoult. Est-ce qu'on en sait davantage sur la chloroquine aujourd'hui ? Et il y avait une autre piste qui avait été mise en avant, celle d'un médicament qui luttait contre la gale. Est-ce que c'est efficace ? Alors, moi, ce que je pense du professeur Raoult, moi, je pense que c'est le premier qui a dit qu'il fallait s'occuper des patients. Parce qu'il faut se remettre au mois de mars. Il faut se souvenir comment on s'occupait des patients. On ne s'en occupait pas. Les gens, quand ils arrivaient, et moi j'écoutais une interview hier d'un réanimateur, quand les gens arrivaient, ils mouraient aux urgences. Parce qu'on ne s'en était pas occupé. Depuis 10 jours, ils étaient chez eux sous Doliprane. Ils étaient chez eux sans avoir fait de scanner, sans avoir eu de taux d'oxygène, et ils arrivaient complètement désaturés aux urgences, et on n'avait même pas le temps de les intuber qu'ils étaient morts. C'est le premier qui a dit « Occupez-vous des gens, faites-leur des scanners, mesurez-le leur taux d'oxygène », mais c'est quand même très très important. C'est le premier qui a osé, qui savait qu'il fallait traiter les gens depuis le début pour que même s'ils arrivent en réanimation, ils arrivent dans un bon état. C'est pas la même chose d'arriver en réanimation avec 10 jours de perte d'oxygène dans les poumons que d'arriver en réanimation alors que vous avez les poumons remplis d'oxygène par l'oxygénation à domicile. Le pronostic ne sera pas le même. Et ça, Raoult l'avait compris, le premier, et c'est lui qui nous a mis sur cette piste. Après, pour parler du médicament contre la gale, il n'a pas fait sa preuve. Il n'a pas fait sa preuve, des études ont été faites, aucun médicament aujourd'hui, dans une étude scientifique bien menée, n'a fait la preuve de son efficacité sur ce virus. Voilà, c'est clair, net. On sait traiter les conséquences, on sait mieux manager les patients. C'est pour ça que vous avez une durée de réanimation qui a beaucoup diminué et une meilleure survie dans les réanimations, mais on ne sait pas guérir le virus par lui-même.
Et c'est pour ça qu'on attend ce fameux vaccin. Alors, il y a une course au vaccin qui frôle la course au jackpot. Ça recouvre des intérêts économiques monumentaux. Et où en est-on dans ce vaccin? Alors, vous avez 169 vaccins qui sont sur le terrain. Voilà. Vous en avez 169, vous avez plusieurs pays qui sont en compétition. Vous avez bien sûr la France, vous avez... Bon, le problème, c'est que le vaccin, il faut qu'il soit validé par l'OMS. Alors, il y a des pays qui se passent outre, et des pays comme la France qui veulent respecter les réglementations. Vous avez la Russie, qui a sorti son vaccin, qui a commencé à vacciner. Et vous savez, moi je connais l'université où a été créé ce vaccin. C'est une énorme notoriété. Ce n'est pas l'université du coin. C'est la Russie, c'est quand même des scientifiques de très très haut niveau. Et il faut en tenir compte. Et donc leur vaccin, ce qui s'appelle Sputnik d'ailleurs, Sputnik, n'est pas à négliger. Donc il est prêt. Poutine a commencé à vacciner ses gars, mais bon, vous savez, là-bas, c'est pas la même chose qu'en Europe. En tout cas, il a subi un refus de la part de l'OMS pour manque de transparence, entre guillemets, enfin, manque de... Le deuxième vaccin qui est déjà utilisé par des milliers de gens, c'est le chinois. Vous savez que les Chinois, ils ont 5 vaccins sur le coup, dont le plus important est Sinovac. Ils ont vacciné déjà des milliers de personnes. Ils ont vacciné tout leur personnel diplomatique, ils ont vacciné, en Italie, ils ont vacciné tous les Chinois des ports, vous savez qu'ils ont beaucoup de Chinois au niveau des ports. Bon. Ils ont vacciné tout le monde, les Chinois, ils ont demandé à personne. Vous savez que le Maroc va acheter 3 millions de doses du vaccin chinois, et il va commencer à vacciner tous les Marocains. Voilà. Donc on ne sait pas, c'est un peu obscur. En tout cas, on n'a pas vu, mais on ne voit jamais rien en Chine de ce qui se passe, des complications. On n'a pas vu ce qui s'est passé à Wuhan. Voilà. Et pour les autres, ils doivent franchir les étapes. Alors, il y a l'étape 1, il faut faire les tests sur les animaux. L'étape 2, il faut faire les tests sur 10 personnes pour voir s'il n'y a pas de réaction mortelle ou très grave, comme il y a eu pour le vaccin anglais, je crois, que les tests ont été arrêtés. Après, vous avez la phase 2, où vous devez faire le vaccin sur 200-300 personnes pour, en fonction des tranches d'âge, connaître les posologies à avoir, et puis s'il faut une injection ou 2 injections pour avoir une bonne réaction immunitaire. Et puis la phase 3, c'est celle qui commence par exemple pour le vaccin israélien, où vous avez 25 000 personnes qui vont être vaccinées et on va étudier vraiment s'il y a des effets secondaires, s'il y a une immunité au long cours et si c'est efficace. Mais on a la chance de pouvoir avoir un vaccin parce que justement le virus mute peu. Si le virus était très mutant, comme vous m'aviez suggéré tout à l'heure, on n'aurait pas pu faire de vaccin. Parce que si on fait un vaccin pour un et qu'il va muter, 2 mois après, le virus n'est plus le même, le vaccin ne servira à rien. On peut faire un vaccin parce que le virus mute très peu. Donc c'est pour ça qu'on peut faire un vaccin. Et puis quand on fait une immunité, on est en train d'étudier l'immunité des gens qui ont eu l'immunité au niveau de mars, on sait que l'immunité dure en tout cas. Quand on fait les statistiques, on voit le taux d'anticorps. Alors les gens disent j'ai pas d'anticorps, j'ai pas d'anticorps. Mais quand on fait des études scientifiques avec des prélèvements dans des laboratoires appropriés qui savent lire de manière très spécifique, on voit qu'à 4 mois, on a pratiquement le même taux d'anticorps qu'au début. Et ça, c'est les études scientifiques qui l'ont montré. C'est pas monsieur le voisin qui voulait me dire j'ai plus d'anticorps sur le test à la pharmacie. Donc, si on fait un vaccin, il aura une immunité durable pour qu'on puisse avoir une immunité collective. Parce que si on vaccine 30 millions de Français, on arrive à 50% de la population, et donc on a l'immunité collective, et à ce moment-là, le vaccin va mourir. Vous avez cité les Russes, la Chine, vous évoquez les Israéliens qui sont en phase 3. Est-ce qu'il y a d'autres pays dans ce cas? Vous avez beaucoup de vaccins américains, vous avez des vaccins anglais, vous avez l'Institut Pasteur à Paris, et il est en phase 3. Il a recruté 25 000 volontaires. Oui, il y a beaucoup de vaccins qui sont en course. Hein. Il y aura de vaccins avant l'été, ça c'est sûr et certain. Alors malheureusement, chacun fait un peu ses recherches dans son coin. Est-ce que de mutualiser les données, ça aurait pu faire avancer le vaccin plus rapidement? Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire, il y a trop d'argent. Le problème de ce Covid, c'est que ça a relevé quand même une grande porosité entre la médecine et l'argent.
Alors une autre question aussi, sans être devin, mais on sait que les Français sont plutôt réfractaires au vaccin. Est-ce qu'ils se feront vacciner? Et si la majorité des Français ne font pas ce vaccin, est-ce que c'est dangereux? Ben, on n'arrivera pas à l'immunité collective s'ils ne font pas le vaccin. Si 50% de la population n'est pas vaccinée, vous n'aurez pas l'immunité collective. Là, on est à 10%. Pour avoir l'immunité collective, que l'épidémie s'arrête, il faut 50%, 60%. Là, vous n'aurez pas l'immunité collective, mais ils le feront. J'en suis persuadé. Vous savez, alors, ils le feront, les gens à risque, en tout cas, on va commencer à vacciner les gens à risque, on va vacciner les soignants, on va vacciner les personnes âgées, c'est cela qu'on commencera. On ne va pas commencer par vacciner le gamin de 20 ans. Alors, on va commencer par les personnes âgées, tout ça, ceux qui ne l'ont pas eu, voilà. Mais ils le feront, bien sûr qu'ils le feront. Est-ce que dès à présent, vous parlez depuis tout à l'heure qu'à l'été, les choses devraient peut-être s'arranger. Est-ce que vous avez déjà pensé à une sortie de crise? Quels sont les scénarios possibles? Ben, je vous les ai donnés tout à l'heure. Soit le vaccin, soit un médicament. Vous savez qu'en ce moment, il y a l'Institut Pasteur de Lille qui est sur un médicament qui est un ancien octophène, qui est un anti-infectieux, qui aurait in vitro, c'est-à-dire sur le tube, qui aurait une efficacité sur le virus. Vous savez que c'est LVMH, c'est Arnaud, oui, qui a donné 5 millions d'euros pour payer cette recherche. Donc on peut trouver effectivement un médicament. Donc soit un médicament qui marche sur le virus, soit le vaccin, soit le virus disparaît tout seul. Alors il y a ces trois scénarios. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on vivra après avec ce virus? On peut imaginer que ce virus deviendrait un virus corona classique, comme le virus de la grippe, qui reviendrait tous les ans et qu'il faudrait faire un vaccin qui mélangerait le vaccin de la grippe avec la composante corona. Oui, on peut imaginer. Mais il sera atténué, enfin il sera vacciné et il ne sera plus la catastrophe que ça a été. Donc on peut avoir à long terme une vision plutôt positive de cette crise sanitaire. Ah oui. Le monde ne disparaîtra pas avec le Covid, rassurez-vous. Alors vous avez eu des patients... Covid. Vous avez eu des patients diagnostiqués depuis le mois de février. Est-ce que certains patients garderont des séquelles, ORL notamment? Vous savez, c'est une maladie nouvelle. On a un recul de maintenant 7 mois, 8 mois. On ne parle pas de séquelles, on parle de Covid long. Covid long, on en voit énormément. Et surtout des jeunes, des hommes comme des femmes. C'est des tranches d'âge, c'est de 30 à 45 ans. Et on ne peut pas dire ce qui va advenir, parce que c'est une pathologie nouvelle. La seule chose qu'on peut faire, parce que dans cette pathologie, on ne peut raisonner que par comparaison. Moi, j'ai l'habitude de comparer les séquelles, les Covid longs aux séquelles des cytomégalovirus, qui est un virus comme ça qu'on peut attraper, où on a des séquelles pendant 3 ans et après on se rétablit. Il faut espérer que ce soit ça, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très, 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 très atteints, même psychologiquement, par ces séquelles. Et vraiment, encore ce matin, j'en ai vu un, et il était désespéré. Pourtant, il m'a dit, je me bats pour ma femme, pour mes enfants, mais quelque chose en moi s'est cassé. Et c'est la 3e ou 4e fois que j'entends cette phrase, quelque chose en moi s'est cassé. Pourtant, il est en parfaite forme, vous le voyez, il est bien costaud, mais c'est plus le même. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire à long terme, puisque je ne suis pas un devin, mais on n'a que 8 mois de recul. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, ceux qui sont Covid long ont une grande souffrance, aussi bien physique qu'intellectuelle et psychique. Alors, vous avez buté sur le mot tout à l'heure. Est-ce qu'il faut dire le Covid ou la Covid? La Covid. La Covid. Sûr. Est-ce qu'on sait maintenant précisément comment le virus est apparu? Moi, madame, je ne fais pas partie des complotistes. Hein. Moi, je ne fais que commenter l'actualité. Je n'ai pas d'idée. Moi, je pense vraiment que c'est l'histoire de la Chine, que c'est le pangolin qui a... Enfin, je ne sais plus très bien comment c'est arrivé. Mais enfin, la chauve-souris, le pangolin, moi, je crois que c'est ça, et que ça s'est échappé du laboratoire, et que c'était une catastrophe. Je ne crois pas que la Chine voulait mettre le monde sous cloche et devenir les maîtres du monde. Mais je pense, par contre, qu'ils sont responsables et qu'ils doivent le payer un jour ou l'autre. Parce que ça a été quand même une sacrée histoire. Et ils en sont responsables. Même si c'est à leur dépens, ils en sont responsables. Et ils nous ont pas tout passé les informations depuis le départ. Je pense qu'ils ont
pas suffisamment renseignés, notamment sur leur prise en charge et tout ça, et sur leur tracking, là, parce qu'ils ont fait une manière de tracking des patients qui était très performante. Bon, je pense que ça n'a pas été... C'est arrivé de la Chine, voilà, c'est tout. Mais je ne crois pas que ce soit un virus fabriqué par ci ou par là. Non, je ne crois pas du tout à cette théorie. Alors, il y a des tas d'idées reçues qui circulent, des rumeurs, des fantasmes qu'il faut parfois battre en brèche. L'histoire de la cigarette qui limiterait la Covid. Est-ce que c'est vrai? C'est très discuté. J'ai vu de nombreux... Alors, c'était sûr au mois de mars, avril, mai, puisque même les soignants, vous les voyez avec des patchs de nicotine. Donc, dans les réanimations, tout le monde avait son patch de nicotine. Et là, il sort quelques papiers en disant que les fumeurs pourraient être à risque. Bon. Les études sont très contradictoires. Mais vous savez, avec moi, je dis toujours dans le groupe, les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain. Ce qui a été oui il y a 3 mois peut devenir non aujourd'hui. Il ne faut pas s'étonner. C'est pas que c'était un mensonge volontaire. C'est que à l'état T de l'instant, c'était l'état de nos connaissances. Aujourd'hui, on est à notre état. Donc, vous m'auriez posé la question il y a 2 mois. Je vous aurais dit ah oui, le fumer, c'est extra, la nicotine. Aujourd'hui, je me mets un doute. Voilà. Les cocktails de vitamines? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à être en forme et avoir une bonne santé physique et un peu une bonne immunité, mais ça ne sert à rien. Nous sommes au mois de novembre. Traditionnellement, le moral des Français est au plus bas. Les nouvelles ne sont pas bonnes, les journées se raccourcissent, on a froid, il y a moins de luminosité. S'ajoute en plus l'actualité avec les attentats. Pour terminer sur une note d'espoir, qu'est-ce que vous pourriez dire aux internautes pour les rassurer par rapport à cette crise sanitaire ? Moi, je voudrais dire que je ne sais pas que je suis content d'avoir vécu cette histoire, mais c'est quelque chose d'historique qui est arrivé. Ça a été une épidémie comme jamais. On a vu des trucs incroyables, des catastrophes. Jamais j'aurais pu penser dans ma vie qu'on allait passer de tels moments et j'allais avoir à traiter et à supporter des patients avec une telle difficulté. Et je pense que ça a montré beaucoup de solidarité. Moi, je suis très optimiste parce que j'ai trouvé que les soignants étaient présents, ils ont donné de leur temps. Ça a montré que les enfants aimaient leurs parents. Moi, je vois mon fils, là, il est au confinement depuis 6 jours, il sort pas de la chambre. C'est un type, pourtant il a 25 ans, il est intenable. Par amour pour son père et sa mère, il reste, après avoir subi le premier confinement pendant 30 jours, il me faisait marcher 4000 pas tous les jours. Donc un amour des enfants pour les parents, des parents pour les grands-parents, une solidarité, comme vous voyez, les gens, comme ils ont amené à manger aux soignants, comme ils ont amené à manger aux personnes âgées. Moi, j'ai des patients qui sont fragiles, leurs voisins viennent leur amener tous les jours à manger, ils leur font les courses, ne sortez pas, monsieur. Là, notre voisin ici, 87 ans, 93 ans, le gardien tous les jours, surtout ne sortez pas, n'allez pas. Moi, je montrais que le monde était beau, que les gens étaient solidaires, et ça a montré quelque chose de très optimiste pour le futur. Parce qu'on voit qu'en temps de crise, eh ben les gens, ils sont présents. Et ça, c'est bien. Voilà. Merci beaucoup, docteur Gilles Besnénou, d'avoir décrypté avec nous pour la chaîne de télévision sur le net Live Doctors la situation générale en France liée à la pandémie du Covid-19. Et peut-être que l'on vous entendra prochainement pour affiner davantage l'évolution de la situation. Merci. Avec grand plaisir, c'était très agréable. À bientôt.